Elon Musk va peser 1000 milliards de dollars à partir de la semaine prochaine. 1000 milliards. Bernard Arnault, le type qui possède Louis Vuitton, Dior, Moët Chandon, Le Bon Marché et à peu près tout ce qui brille sur cette planète depuis 30 ans, va se retrouver à regarder Musk de bas en haut comme un pauvre stagiaire qui vient de commencer à bosser. Bernard Arnault va avoir l'impression d'être pauvre. Et le truc vraiment savoureux là-dedans, c'est que SpaceX, la société qui va rendre Musk le premier trillionnaire de l'histoire de l'humanité, perd 2,6 milliards de dollars par année. Ses dépenses d'investissement dépassent son chiffre d'affaires et la valorisation qu'il vise représente 94 fois les revenus. Perdre de l'argent à grande échelle est devenue une forme d'art, une forme de luxe, une forme d'art subventionné par des investisseurs qui veulent aller sur Mars. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 4 juin 2026, je suis Thomas Veillet et le café est chaud et on a beaucoup de choses sur lesquelles on peut dire du mal aujourd'hui. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Oui, parce que hier, Wall Street a baissé, ce qui, et je pèse mes mots, est devenu un événement suffisamment rare pour mériter qu'on le souligne. Une baisse, une vraie. Après tellement de hausses consécutives et tellement de convictions que nous sommes dans un bull market forever. Et la question du jour, celle que tout le monde se pose ce matin, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi hier et pourquoi pas avant? Parce que je vais vous dire un truc, strictement rien n'a changé par rapport à la veille, par rapport à mardi. La même guerre, le même pétrole cher, la même inflation, la même géopolitique complètement en vrac. Alors on va chercher ensemble ce qui s'est passé, et je vous préviens, l'histoire de Broadcom à elle seule vaut le déplacement. On va aussi parler du nouveau patron de la Fed qui hérite d'un dossier qui ferait pleurer un comptable suisse, et bien sûr SpaceX, l'IPO du siècle, ou l'arnaque du siècle, ou peut-être les deux à la fois. Allez, on y va, on attaque avec donc la baisse. Oui, le S&P 500 a baissé de 0,74%, le Dow Jones a perdu 620 points, ça fait toujours mieux de mettre les points sur le Dow Jones, et le Nasdaq est à moins 0,9% sur la séance. Ce sont des chiffres qui, dans n'importe quelle année normale, seraient une baisse banale, un mercredi après-midi, sauf qu'on n'est pas dans une année normale, on n'est pas dans un monde normal, on est en 2026 où les indices battaient des records historiques pendant qu'un pétrolier se faisait couler dans le golfe Persique et dans un monde où un ancien agent immobilier est président et gérant de hedge fund. Alors la vraie question, c'est pas pourquoi ça a baissé, la vraie question, c'était peut-être pourquoi ça avait autant monté. Hier, on a pris conscience de tout ce qui n'allait pas, de tout ce qu'on refusait de voir depuis des semaines. Et ça ne baissait que de 0,74%. Même si l'Iran tirait des missiles sur les bases américaines à Bahreïn et au Koweït, si les États-Unis tiraient sur un pétrolier iranien, si le Koweït fermait son aéroport international, il y a même eu un mort dans le Golfe. Même si le Brent était au-dessus de 97 $, et même si le Beige-Book de la Fed confirmait que l'inflation repartait partout aux États-Unis. Avec tout ça, on a baissé de 0,74%. On a pris conscience que c'était pas top, mais on veut quand même pas rater l'occasion de racheter sur faiblesse, le fameux buy the dip. Et hier, sans que rien de nouveau ne se passe, juste un peu de fatigue, un peu d'envie de vendre, et les chiffres de Broadcom qu'on attendait en aftermarket, les marchés ont décidé que finalement, peut-être, la réalité méritait qu'on y prête attention. Brièvement, en tout cas le temps d'une séance déjà. Ouais, c'est ça le marché en 2026, il fait semblant de ne pas voir le problème jusqu'au moment où il ne peut plus faire semblant, et là il corrige de 0,74%. Et tout ça, et tout le monde surtout, appelle ça une correction. Mais avant d'aller plus loin, parlons du truc qui va définir les prochains mois. Parce que hier, la Fed a publié son Beige Book. Et le nouveau patron de la Banque centrale américaine vient de découvrir ce qu'il attend. Mais franchement, je suis presque désolé pour lui. Warsh, Kevin Warsh, le nouveau shérif en ville, l'homme que Trump a nommé à la tête de la Fed parce que Jérôme Powell, l'ancien, avait le mauvais goût de faire son travail et refusait de baisser les taux sur ordre présidentiel, Trump voulait quelqu'un qui baisse les taux. Il a donc nommé Warsh. Warsh prend ses fonctions et le premier document qu'il trouve sur son bureau, c'est le Beige Book. Le rapport économique trimestriel de la Fed, compilé par les 12 banques régionales américaines, qui décrit l'état réel de l'économie sur le terrain. Et ce Beige Book, je vais vous donner la citation exacte parce qu'elle vaut de l'or, dit que les ménages américains optimisent chaque dollar avant de se résoudre à le dépenser. Ça, c'est du langage de banquier central. Et ça veut dire, en français courant, les gens n'ont plus d'argent et font des arbitrages impossibles entre l'essence et la bouffe.
On y apprend que les producteurs de pommes à New York ne peuvent plus se payer les engrais, l'inflation est à 3,8% en avril, et tout ça, c'est le dossier de bienvenue de Kevin Warsh. La bonne nouvelle, cependant, oui, parce qu'il y a une bonne nouvelle, heureusement, c'est que l'IA tire la croissance vers le haut dans 9 districts sur 12. Heureusement qu'il y a l'IA, sinon on serait dans une situation vraiment problématique qu'on pourrait même appeler une situation de merde. Donc les marchés donnent maintenant 75% de probabilité à la hausse des taux avant la fin de l'année. De la hausse des taux, pas de la baisse, de la hausse. Trump a nommé Warsh pour baisser les taux et Warsh va probablement les monter. J'espère sincèrement qu'on aura les images en live le jour de l'annonce. Trump en train de regarder la conférence de presse de la Fed depuis la Situation Room, son visage, j'imagine juste son visage. Je donnerais cher pour voir son visage à ce moment-là. Bon maintenant, parlons de Broadcom parce que là franchement c'était du grand art hier soir. Hier soir, donc après la clôture, on attendait les chiffres de Broadcom, revenu en hausse de 48% à 22,19 milliards, bénéfices par action au-dessus des attentes, croissance des revenus IA de 143% et une guidance pour le prochain trimestre à 29,4 milliards, nettement au-dessus du consensus de Wall Street. Dans n'importe quelle autre époque de l'histoire boursière, on aurait porté le PDG en triomphe, on lui aurait remis un prix, on leur aurait fait des articles dithyrambiques dans le Wall Street Journal et on leur aurait invité des analystes à la télé pour qu'ils expliquent que c'est historique. Hier soir, le titre a perdu 12% en after hours. 12% sur un trimestre à 143% de croissance IA. Pourquoi ? Parce que la guidance IA pour le prochain trimestre, 16 milliards, manquait les attentes des analystes de 360 millions de dollars sur 16 milliards, soit 2,2% d'écart. Le marché a donc puni une société pour ne pas avoir été suffisamment miraculeuse. Exceptionnel ne suffit plus cette année, il faut être surnaturel. Et le jour où vous livrez de l'exceptionnel au lieu du surnaturel, on vend brutalement, sans état d'âme et sans se retourner. Dans la foulée, SoftBank ce matin au Japon, moins 10%, Ibiden, moins 7,3%, Fujikura, moins 5,8%, le Nikkei recule de près de 2%, le Kospi coréen perd 1,5%, tout ça parce qu'une société américaine a manqué ses propres prévisions de 2,2%. Oui, c'est la beauté de la mondialisation financière. Une guidance décevante à San José fait mal à Osaka avant même que le soleil ne se lève sur l'Europe. On a atteint un stade où exceptionnel est une déception. Notez-le quelque part parce que ça pourra toujours servir. Maintenant, on passe au morceau de bravoure de la journée, à l'IPO du siècle, à SpaceX, ou comme j'aime l'appeler, la théologie appliquée au marché financier. Donc SpaceX a confirmé les détails de son introduction en bourse. 135 $ par action, valorisation totale 1765 milliards de dollars. Levée espérée 85 milliards, ce qui en ferait la plus grosse IPO de l'histoire de l'humanité. Saudi Aramco, avec ses 25 milliards en 2019, peut clairement aller se rhabiller. Bon, maintenant, regardons juste les chiffres qui vont avec pour mettre ça bien dans le cadre. SpaceX a réalisé 18,7 milliards de revenus en 2025, avec une perte opérationnelle de 2,6 milliards. Les dépenses d'investissement ont dépassé 20 milliards, soit plus que le chiffre d'affaires total. Au premier trimestre 2026, le CAPEX était déjà à 10 milliards pour 5 milliards de revenus. La valorisation cible représente 94 fois les revenus d'une société qui brûle plus de cash qu'elle n'en génère. Et là, vous me dites, bien sûr, oui, mais Thomas, SpaceX, c'est différent. Oui, évidemment, c'est ce qu'on a dit pour WeWork, c'était différent, c'était une nouvelle façon de penser le travail, c'était révolutionnaire. C'était aussi différent pour Theranos, une société qui promettait de révolutionner la médecine avec du sang et des mensonges. C'était différent pour les 1473 sociétés Internet de 1999 qui avaient un plan pour révolutionner la livraison de croquettes pour chiens via le haut débit. Tout ça, c'était différent. Ceci dit, je vais quand même être honnête parce que c'est ce qu'on fait ici en général, ce que j'essaye de faire en tout cas. SpaceX n'est pas WeWork. SpaceX a des fusées qui atterrissent, des satellites qui fonctionnent et Anthropic par exemple, qui leur paye quand même 1,25 milliard par mois pour de la puissance de calcul. C'est pas rien. Mais 94 fois les revenus d'une société dont le prospectus lui-même prévient que les dépenses d'investissement vont augmenter substantiellement, c'est un pari sur un futur tellement lointain que votre retraite sera probablement réglée avant que la société soit rentable au sens traditionnel du terme.
Et maintenant, alors, le détail qui tue vraiment. Le truc que personne ne lit dans les prospectus parce que c'est écrit en tout petits caractères et que c'est écrit en termes juridiques surtout. Musk conservera 82% des droits de vote après l'IPO. 82%. Vous achetez des actions SpaceX, vous ne contrôlez rien. Ni la stratégie, ni le board, ni la destination, qui est peut-être Mars, peut-être pas. C'est quelque part dans le prospectus entre risque et encore plus de risques. Le document officiel dit, je cite, que Musk aura le pouvoir de contrôler l'issue des questions nécessitant l'approbation des actionnaires. Traduction franche et honnête, vous achetez un ticket de métro dans un train conduit par un homme qui tweete depuis le cockpit et dont vous ne pouvez ni choisir l'ara, ni descendre aux arrêts intermédiaires, et en plus, vous ne savez même pas où le train en question se dirige. Et la conséquence directe de tout ça, Musk va bientôt peser 1000 milliards, 1 trillion de dollars, et Bernard Arnault aura l'impression d'être pauvre. Bernard, je suis sincèrement désolé. Et c'est pas fini sur le front des IPO, parce qu'il y en a d'autres, plusieurs, simultanément. Et là, ça commence à poser une question très concrète pour les marchés. SpaceX, Anthropic, valorisation attendue autour de 1800 milliards chacune, dossier confidentiel déposé, OpenAI dans la foulée, 3 mégas IPO tech pour un package entre 5000 et 6000 milliards de dollars de valorisation et donc de liquidité qu'on va devoir trouver quelque part. Sur un marché qui commence à montrer des signes de fatigue avec des taux qui pourraient monter, un pétrole proche de 100 $ qui pourrait monter encore plus haut si ce foutu détroit ne rouvre pas un jour. À un moment donné, la liquidité a des limites, même en 2026. On en reparle dans la conclusion parce que c'est là que ça devient vraiment inconfortable. Maintenant, on va parler encore 2 minutes de diplomatie, parce qu'il faut bien parler de diplomatie en ce moment. Trump a accordé une interview au New York Post dans laquelle il déclare que l'Iran a déjà accepté de ne pas avoir l'arme nucléaire. Danse de la victoire. L'Iran a répondu que c'est bien joli, mais que cette déclaration était trompeuse et de ne pas avoir de bombe atomique était déjà leur politique officielle depuis toujours en tant que membre du traité de non-prolifération des armes nucléaires, justement. Donc Trump a négocié l'abandon d'une arme que l'adversaire affirme ne pas avoir et présente ça comme une percée diplomatique historique. Moi je vous le dis, c'est de l'art, vraiment de l'art. La géopolitique de la victoire imaginaire. Obtenir un accord sur quelque chose qui n'existe pas, je ne sais pas si c'est du génie ou de la folie, mais objectivement, d'un point de vue purement technique, c'est impressionnant. Peut-être que c'est ça, l'art du deal. Le même Trump a aussi dit publiquement dans une interview qu'il ne reprendrait pas la guerre à pleine puissance, sauf si des soldats américains sont tués. Et pendant ce temps-là, Rubio négocie un cessez-le-feu Israël-Liban, Netanyahou dit qu'il ne frappera plus Beyrouth si le Hezbollah arrête de tirer, mais que l'armée continuera ses opérations dans le sud. Le Hezbollah ne dit rien officiellement, les missiles continuent de voler, le Brent est à 97 $, et tout le monde se félicite du cessez-le-feu. Je rappelle que le cessez-le-feu qui était signé entre l'Iran et les États-Unis au début du mois d'avril est utile seulement parce qu'on le viole quasiment tous les jours. Aujourd'hui, on est au jour 96 d'un conflit qui devait durer 6 semaines, donc 42 jours. On en est à 96. Le détroit d'Ormuz est officiellement fermé depuis 3 mois. Les stocks mondiaux de pétrole approchent des planchers qui font peur aux gens dont le métier est précisément de ne pas avoir peur. Et la grande avancée diplomatique du jour, c'est qu'on a obtenu de l'Iran qu'il confirme une position qu'il avait déjà. Si on coupe le son des chaînes d'infos et qu'on regarde juste les faits avec un petit peu de recul, c'est tout simplement consternant. Et encore, Sternon, je sais pas, mais con, c'est sûr. Alors voilà où on en est ce jeudi matin. Les futurs sont en légère baisse, Broadcom entraîne tout le monde vers le bas, l'Asie corrige, entre guillemets, Marvel résiste un peu mieux parce que Jensen Huang a dit qu'elle pourrait valoir 1000 milliards et les déclarations de Jensen Huang ont une vie légèrement supérieure à un tweet de Trump, ce qui n'est pas un compliment extravagant, mais c'est déjà quelque chose. Vendredi, on aura les NFP, les chiffres de l'emploi américain, consensus à 95 000 créations. Si les chiffres dépassent les attentes, ça enterre définitivement tout espoir de baisse des taux et ça met Warsh dans une position encore plus inconfortable qu'elle ne l'est déjà. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer, parce que le vrai risque du moment, c'est pas un crash boursier, c'est pas une récession soudaine et surprenante qui arrivera demain, c'est la lente accumulation de facteurs que le marché a choisi d'ignorer un par un ces derniers mois. Le pétrole à 97 $, l'inflation qui repart, un nouveau patron de la Fed qui est coincé entre son patron politique et la réalité macroéconomique, 3 mégas IPO qui vont aspirer des milliers de milliards de liquidités sur le marché déjà tendu, et une guerre qui dure et qui devrait durer encore un moment. Un marché qui parie sur le meilleur scénario depuis 96 jours, jusque-là il a eu raison,
La question ce matin, c'est simplement de savoir jusqu'où ce genre de pari peut vraiment tenir. On ignore les problèmes un par un, jusqu'au jour où on ne peut plus les ignorer tous en même temps. On n'y est pas encore, mais on s'en rapproche gentiment quand même. En attendant, on regarde si Broadcom rebondit, si Trump tweet quelque chose de rassurant sur l'Iran, ou même d'intéressant, et si le Brent dépasse les $100 finalement. Comme tous les matins depuis début mars, tous les jours, sans exception. Même cirque, même chapiteau, même clown, mais en plus, il y a SpaceX qui arrive en bourse. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce qui se passe, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Si vous avez le temps, allez voir ce qui se passe sur morningbull.ch et on se retrouve demain matin pour les NFP, parce que demain, ça va être intéressant. Pas forcément plus qu'aujourd'hui ni moins qu'hier, mais ça va être intéressant. Allez, bonne journée. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.